Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Le 4x4 tout-terrain Olivier Benkemoun va nous rejoindre dans un instant pour parler cinéma. Mais le train corail, Sébastien Bordelin est déjà là pour parler BD. En direction d'Angoulême, le train corail. C'est à ça que je faisais référence. Vous allez nous parler d'une petite BD ce matin. Exactement, je suis ravi d'être là. Et puis je suis très très heureux moi de recevoir ce matin le premier philosophe que j'ai réussi à comprendre grâce à son petit traité des grandes vertus. Un des philosophes français les plus lus dans le monde, traduit dans 84 langues, parce qu'il sait nous parler comme personne de la vie, de la mort, de la joie ou de l'amour. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous venez avec 2 livres sous le bras, L'opportunité de vivre à destination de ceux qui ont déjà un petit bagage philosophique. Et puis le précédent, La clé des champs et autres impromptus, accessibles là vraiment au plus grand nombre. C'est d'ailleurs l'un des fils conducteurs quand même de votre œuvre, André Comte-Sponville, de vouloir être accessible et de rendre la philosophie accessible à tous. Oui, parce qu'elle doit l'être. Elle l'est d'ailleurs souvent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La plupart des très grands philosophes sont accessibles au grand public. Ouais. Alors, le grand public cultivé, ceux qui lisent des livres, ceux qui ne lisent pas que des polars ou des BD. Mais le grand public, c'est-à-dire que Descartes, au XVIIe siècle, écrit son discours de la méthode en français. Pour que même les femmes puissent le lire, dit-il, écoutez à l'époque, parce qu'à l'époque, les femmes ne faisaient pas de latin. Et donc, c'est une question linguistique. Les autres livres de Descartes sont écrits directement en latin, comme tout livre intellectuel au XVIIe siècle. Et donc, le souci d'être lu, on le trouve chez Descartes, qui est peut-être le plus grand philosophe français de tous les temps. Et d'ailleurs, achetez le discours de la méthode, vous le lirez, vous comprendrez tout, ou en tout cas largement tout l'essentiel. C'est uniquement à partir du 19e siècle, et spécialement en Allemagne, que la philosophie s'est enfermée dans un jargon un peu ésotérique. Et moi, j'ai voulu renouer avec ce que j'appelle la tradition française en philosophie, qui est une tradition de clarté, de lisibilité, d'accessibilité, et si possible de beauté littéraire. C'est-à-dire que c'est une singularité française que nos plus grands philosophes sont presque tous d'immenses écrivains. Il y a une seule exception, c'est Auguste Comte. Très grand philosophe, mais très médiocre écrivain. Mais les autres, Descartes, Pascal, Montaigne, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, sont à la fois d'immenses philosophes et d'immenses écrivains. Ça n'est pas vrai en Allemagne, ni de Leibniz, ni de Kant, ni de Hegel. La seule exception, ça serait Nietzsche. Mais justement, Nietzsche préférait les moralistes français, comme il disait aux métaphysiciens allemands. Et alors là, vous nous présentez 2 livres dans lesquels vous partagez vos réflexions, André Comte-Sponville, sur la vie et sur la mort. Alors je vous propose de commencer par la vie, avec cette idée centrale que la vie ne correspond jamais, ou presque jamais en fait, à nos espoirs. Et c'est ça qui nous conduit, en vieillissant, en général, à être déçus, à être amers. C'est ça le problème, on attend trop de la vie. Oui, je crois qu'on se trompe sur la vie parce qu'on lui reproche de ne pas correspondre aux espoirs qu'on s'en était fait. Alors en effet, mon expérience, enfin notre expérience, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais ça y est, j'ai des déceptions. Pour comprendre l'essentiel. Notre expérience m'amène à penser que tout espoir est déçu toujours. Voilà. Toujours. Y compris lorsqu'il se réalise. Parce que lorsqu'il se réalise, on constate qu'il échoue à nous apporter le bonheur qu'on en attendait. Et c'est ce qu'exprimait Bernard Shaw en écrivant joliment. Il y a 2 catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand nos désirs sont satisfaits. Parce qu'à nouveau, on découvre qu'on n'en obtient pas le bonheur qu'on en attendait. Vous savez, quand j'ai publié mon premier livre, Le Mythe d'Icare, donc il y a une 40aine d'années, l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, mais qui m'écrivait qu'il avait apprécié, en effet, ma critique de l'espérance, parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. 2 points, on ne se tue que par déception. Et pour la petite histoire, si j'ose dire, même si en l'occurrence elle est tragique, 2 ans plus tard, ma mère s'est suicidée. J'avais 34 ans, elle 30 ans de plus. Et quand j'ai appris le suicide de ma mère, là, outre le chagrin évidemment immense, je me suis dit, au fond, ce psychanalyste avait raison. Voilà. Maman s'est suicidée parce que depuis des décennies, elle était déçue parce que la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Sauf que l'erreur
de ma pauvre mère, me semble-t-il, mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est lorsque la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en est fait, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut. Mon idée est donc à l'inverse, que lorsque la vie ne correspond pas à nos espoirs, c'est pas la vie qui a tort, ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, mensongers. Et donc, il s'agit d'espérer un peu moins pour aimer un peu plus la vie telle qu'elle est. Une phrase ridicule, par exemple, que vous n'aimez pas du tout, c'est « va au bout de tes rêves ». Oui, ça me paraît le résumé de la niaiserie contemporaine, disons. D'abord parce que la plupart de nos rêves sont parfaitement dérisoires, si vous voulez. Bon, tous ceux qui rêvent de gagner le gros lot au loto, qu'est-ce que ça veut dire aller au bout de ses rêves? Jouer toutes les semaines, se ruiner bêtement. Le gamin de 8 ans qui veut être footballeur pro, comme il dit, et qui découvre à 15-16 ans qu'il ne le sera jamais. Ça veut dire quoi, aller au bout de ses rêves? Ça ne veut rien dire du tout. Et donc il ne faut pas rêver alors? Il ne faut pas avoir d'ambition dans la vie? Il faut avoir des désirs. Des désirs. Mais le désir, c'est pas la même chose qu'un rêve, c'est pas la même chose qu'une espérance. Espérer bander, c'est pas une érection. L'érection n'est pas un espoir. Non, mais c'est ça la vérité. Si Pourquoi? Ça veut dire qu'on place nos rêves trop haut, que souvent ils sont inaccessibles. Exactement. Ça veut dire que moi, quand je m'adresse aux jeunes gens, quand je fais une conférence sur l'amour, je dis toujours aux jeunes garçons, si tu rencontres une fille qui croit au prince charmant, tu te barres en courant dans l'autre direction. Ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de prince charmant. C'est elle, ça qu'on dit l'histoire. Donc forcément, elle sera déçue et elle t'en voudra de la décevoir. Et je dis aux jeunes filles, si tu rencontres un garçon qui croit en la fille idéale, en la femme idéale, tu te barres en sauvant. Ça peut pas marcher. C'est elle qui se fait des illusions. Tu ne peux que la décevoir. Et voilà. Et donc, il s'agit non pas du tout d'aimer moins ou de désirer moins, je dirais au contraire. Il s'agit d'aimer plus, de désirer plus, parce qu'on se fait moins d'illusions. Vous savez, un jour, un journaliste me demandait quel genre de femme j'aime, ou j'apprécie. Je lui ai dit, finalement, les femmes que je préfère, c'est celles qui ne se font plus d'illusions sur les hommes, mais qui les aiment quand même. Et ça, c'est vraiment délicieux, parce que la femme qui vous aime, parce qu'elle fait des illusions sur vous, vous allez la décevoir, mais ça n'a aucun intérêt, c'est de la mauvaise littérature. Celle qui ne fait plus d'illusions sur les hommes, et qui les aiment quand même, alors là, ça devient franchement délicieux, aussi bien d'un point de vue sensuel, érotique, que d'un point de vue sentimental ou affectif. L'opportunité de vivre, c'est le nouveau livre d'André Comte-Sponville et c'est le titre de cet ouvrage. Mais dans 2 minutes, vous allez comprendre pourquoi ce titre est une arnaque. À tout de suite sur 9h30, 11h. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec le philosophe André Comte-Sponville ce matin, auteur de L'opportunité de vivre, publié aux éditions des Presses universitaires de France. L'opportunité de vivre. Et alors je disais en plaisantant que c'est une arnaque parce que ça n'est pas de l'opportunité de vivre dont il est question dans ce livre, mais plutôt de l'opportunité de mourir. Est-ce que c'est votre éditeur qui vous a demandé de changer le titre? Non, il est question des deux en vérité. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, que c'est un recueil d'articles. Et d'articles un peu savants, ce que j'appelle des études, par différence avec les impromptus. Vous avez évoqué mes 2 derniers livres, donc ce recueil d'études, le précédent est un recueil d'impromptus, c'est un peu à l'opposé. Les études, c'est des textes techniques, avec beaucoup de références, beaucoup de notes en bas de page, c'est de la philosophie savante. Réservé non pas aux professionnels, mais à ceux qui aiment vraiment la philosophie. Les impromptus, c'est le contraire. C'est des textes accessibles, au moins aussi littéraires que philosophiques, très subjectifs, très proches du vécu. Donc là, il s'agit d'études. Et c'est vrai que c'est un recueil d'articles. Le premier de ces articles, c'est un texte sur le suicide vu par les stoïciens et les épicuriens dans l'Antiquité. Donc c'est un texte d'histoire de la philosophie. Et c'est vrai que le premier titre qui m'était venu, c'était L'opportunité de mourir. Et autres études, puisque c'était le thème du premier article. Et quand j'ai dit ça à ma femme, elle me dit, ça va décourager les gens. Et donc, effectivement, j'ai appelé ça l'opportunité de vivre. Et du coup, votre éditeur est mon content. Éditrice a beaucoup apprécié. Évidemment, elle m'a dit, j'adore votre épouse, mais je trouve ça intéressant. La vérité, quant au fond, c'est que l'opportunité de vivre et l'opportunité de mourir, par définition, c'est la même chose. Autrement dit, ce que veulent dire ces 2 titres, celui du livre et celui du premier article, c'est que il ne s'agit pas de choisir la vie ou la mort. Tout le monde préfère la vie, évidemment. Et donc, ce que montrent épicuriens et stoïciens à propos du suicide, c'est que décider de mettre fin à ses jours, au contraire de continuer à vivre, c'est pas une question de principe,
c'est une question d'opportunité. Ça dépend du moment, ça dépend de la situation. En règle ordinaire, bien sûr, mieux vaut vivre que mourir, mais si je deviens paralysé des 4 membres, par exemple, si je trouve atrocement de je ne sais quelle maladie incurable, alors il peut devenir opportun de mourir. Et je disais ça contre un argument qu'on m'a souvent opposé. Vous savez que je suis un militant pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Et souvent, les gens qui sont contre cette légalisation me disent, vous avez choisi la mort, moi je choisis la vie. Mais non, personne ne choisit la mort. C'est pas une question de principe, c'est pas une question métaphysique, c'est une question d'opportunité. Et donc, moi je préfère largement être vivant, bien sûr, au fait d'être mort ou de devoir mourir, mais je me réserve la liberté, si je tombe gravement malade, si je deviens très lourdement handicapé, la liberté de mettre fin à mes jours. Ce que disait Montaigne, au fond, Montaigne écrit dans les Essais, le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Voilà. Et donc, je réclame qu'on m'accorde cette clé des champs et que mon médecin ait le droit de m'aider à mourir si je le souhaite, au moment où je le souhaite, et à condition que je le souhaite. Mais, encore une fois, ça ne m'empêche pas de trouver que la vie est une aventure formidable. Et alors justement, dans le dernier chapitre de La Clé des Champs, votre ouvrage précédent, André Comte-Sponville, vous racontez que votre mère elle-même s'est donné la mort, non pas parce qu'elle était malade ou en fin de vie, mais parce qu'elle était dans une grave dépression. Est-ce que vous considérez là qu'on devait aussi la laisser libre de son choix, même non, dans précisément, c'est ça la question. C'est pour dire qu'il fera une loi qui précise évidemment les conditions de l'aide active à mourir. Quand quelqu'un est déprimé, l'urgence c'est de soigner la dépression. Et peut-être qu'aujourd'hui, où les psychotropes, les antidépresseurs ont fait de gros progrès par rapport au moment où ma mère est morte, peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait la sauver. En revanche, quelqu'un atteint par le grand âge, à 80 ans, 85 ans, qui en a assez de vivre, qui simplement préfère mourir ou qui ne supporte plus l'espèce de déchéance que le grand âge apporte, de quel droit lui interdire de mourir? Et donc, à nouveau, c'est pas une question... C'est pas tout blanc, tout noir, c'est une question d'opportunité. Et il faut que la loi prévoie les opportunités dans lesquelles il sera légitime de demander l'aide de son médecin et les opportunités, les situations dans lesquelles, au contraire, ça continuera de paraître illégitime. Donc, je fais pas l'apologie du suicide. Moi, je ne souhaite pas me suicider. Je préfère vivre le plus longtemps possible et, si possible, mourir pendant mon sommeil sans avoir à me poser la question. Ouais. C'est pas drôle de se suicider. Mais, en revanche, voilà, je tiens à ma liberté de mettre fin à mes jours si la situation devient pour moi trop douloureuse. Alors parfois les gens me disent, mais t'as pas besoin d'un médecin pour mourir. Bah oui, tant que je suis en bonne santé. En effet, quoique c'est pas si facile que ça. Il n'y a pas d'armes à feu en vente libre en France, il n'y a pas de poison en vente libre en France. Est-ce qu'il faut faire comme le grand philosophe Gilles Deleuze, souffrant atrocement d'une insuffisance respiratoire chronique, qui décide d'en finir? La seule solution qu'il a trouvée, ça a été de se jeter par la fenêtre du 5e étage où il habitait. Qui peut se souhaiter une mort pareille? Mais encore que pour se jeter par la fenêtre du 5e étage, où j'habite aussi, enfin moi je suis au 6e, il faut être capable de sauter par la fenêtre. Mais si vous êtes paralysé des 4 membres, essayez de sauter par la fenêtre. Essayez de vous suicider dans un EHPAD ou à l'hôpital. Vous verrez qu'en pratique, c'est impossible. Bien sûr. C'est là où je pourrais avoir envie de mourir. Donc, en ce moment, je pourrais me suicider. Bien sûr, je suis en bonne santé, mais du même coup, je n'ai aucune raison de me suicider. Mais si, sortant de ce studio, je suis atteint d'un AVC gravissime, tétraplégique, incontinent, que sais-je, on m'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, là, j'aurais de bonnes raisons de me suicider, mais je ne pourrai plus concrètement. Or, la plupart d'entre nous mourrons soit dans un EHPAD, soit à l'hôpital. Et c'est ce moment-là où on doit avoir le droit d'en finir, encore une fois, si on le souhaite, si on le demande expressément. Mais alors vous, André Comte-Sponville, vous êtes athée, vous le dites régulièrement. Est-ce que vous comprenez que pour des personnes croyantes, cela pose un vrai cas de conscience, cette question? Personne leur demandera de demander l'euthanasie. Et donc, il va de soi, et c'est pour ça qu'il faut une loi. Il faut une loi pour protéger la liberté de chacun. La liberté de continuer à vivre pour ceux qui le souhaitent, la liberté de mourir pour ceux qui le demandent. S'agissant maintenant des médecins, il va de soi qu'il faudrait prévoir une clause de conscience, comme on l'a fait pour la loi Veil. Aucun médecin n'est obligé de pratiquer un avortement si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. Et bien de même, évidemment, aucun médecin ne sera obligé de pratiquer une euthanasie si c'est contraire à ses valeurs morales ou religieuses. Et donc, il faut donc, comme c'est normal dans un pays laïque, que la loi respecte et protège la liberté des uns et des autres. La liberté des croyants qui ont bien le droit d'être contre l'euthanasie et la liberté des athées, des agnostiques, des libres penseurs qui ont le droit non pas d'être pour en général, mais de la préférer dans telle ou telle situation.
Et la liberté de penser d'André Comte-Sponville ce matin. L'opportunité de vivre et la clé des chants et autres impromptus sont disponibles aux éditions PUF. Dans un instant, sur Europe 1, on va parler cinéma avec monsieur Ben Ki-moon. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin ? Bonjour, j'ai prévu de vous emmener à Téhéran et parler littérature. C'est très embêtant, à mon avis, d'être avec André Comte-Sponville et de débattre, car il a toujours raison. Je pense qu'il a toujours raison et que c'est compliqué. On va éviter le débat, oui, on va éviter de se lancer là-dedans. C'est bien, tout de suite sur Europe 1.